semaine encore, on sait que l'actualité a fait le tour et même a énormément bougé à travers le Cameroun et même dans le monde. On peut effectivement se souvenir de cette rencontre au sommet entre l'ex-président ivoirien Laurent Koudou-Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara au palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Et également, on revient au Cameroun, effectivement, l'affaire du Covid-Gate n'a pas fini de jouer de prolongation. On a pu assister tout au long de cette semaine une guerre ouverte entre le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, à travers deux communiqués, ou alors le premier, c'est le rapport du ministre des Finances, qui effectivement indiquait que le ministre de la Santé publique avait dépensé ou alors avait débloqué pour tout et pour tout 45 milliards de francs CFA. À son tour, le ministre de la Santé avait indiqué dans un communiqué qu'il n'avait que dépensé 35 milliards de francs CFA. On s'est bien posé la question, où sont passés le reste de près de 11 milliards de francs CFA? C'est ce qui nous permet aujourd'hui, en tout cas, de nous poser la question de savoir est-ce que le dossier du Covid-Gate passera effectivement sans qu'on ait véritablement un dossier ouvert là-dessus avec de véritables sanctions, des véritables comptes rendus aux populations sur ces 180 milliards. Le FMI, après le rendement autour de cette haute crédit, finalement, jeudi dernier, a à nouveau accordé un prêt sur la période de 2021 à 2024 à l'État du Cameroun d'un montant de 350 milliards de francs CFA, ce qui vient effectivement aujourd'hui nous permet de nous poser la question, ou alors pour l'opinion, est-ce que le FMI est main à main ou ami avec Yaoundé finalement, après les suspicions autour de la gestion des autres premiers 180 milliards. Mais dans le cadre de cette émission, nous poserons en réalité une grosse problématique ô combien importante, à savoir la démocratie et le tribalisme. Il est fort à noter que depuis un certain temps, le Cameroun finalement est en train de frôler la ligne rouge en ce qui concerne les discours haineux et même du tribalisme aujourd'hui. Ce constat déjà avait été fait en 2019 par le gouvernement et la société civile, où une loi avait été introduite à l'Assemblée nationale complétant Code pénal à son article 241. Mais la question aujourd'hui, c'est que pourquoi on arrive véritablement par la pénalisation, en tout cas de ces discours qui visent à stigmatiser les ethnies au Cameroun et même les tribus. On se demande bien si finalement ce n'est pas les discours qu'on suit aujourd'hui, les antipatriotes, les anti-républicains, les antidémocrates, qui fait créer ou alors qui crée tous ces problèmes qu'on observe aujourd'hui. Et en débat, nous mettons le curseur sur la question de la décentralisation et du régionalisme ou la régionalisation, quand on sait effectivement que depuis 1996, le Cameroun avait inscrit dans sa constitution qu'il devrait aller vers un État décentralisé. Mais la grosse problématique, c'est qu'après la mise en place des conseils régionaux, véritablement, il n'y a véritablement pas une véritable lisibilité. On se poserait la question de savoir qu'est-ce qui coince, pourquoi cela bloque. Les détails seront donnés au cours de cette émission, 90 minutes pour le savoir. Nous allons derrière ceci vous présenter le panel qui m'accompagne dans le cadre de cette production de ce matin.
Merci de retour sur ce plateau de vitrine 237 de ce dimanche 1er août 2021. Il faut rappeler que reste attendu dans le cadre de cette production Pierre-Emmanuel Bignam, qui a signalé effectivement ne pas être très loin au regard de la météo qui prévaut dans la ville de Douala depuis ce matin, y compris le RDPC également a été convié dans le cadre de cette production avec la présence de maître Georges Tegem. Et effectivement, si le réseau nous permet, nous irons du côté de Ndjombe Penja, où nous donnerons la parole cette fois-là par voie numérique au nouveau maire de Ndjombe Penja, maître René Manfo, qui va effectivement s'exprimer dans le cadre de cette production de Vitrine 237. Mais déjà avec moi ici en plateau, quelques-uns de nos panélistes de ce dimanche. Je vais commencer par lui. C'est la première fois qu'il descend sur cette tribune. Jacques Maboula Mboya, ancien maire de Yabassi, de 2013 à 2020. Et il est également désormais président national de l'Alliance républicaine. Jacques Maboula Mboya, bonjour et bienvenue. Bonjour très cher Tchokoga, je suis honoré d'être parmi vous. Je voudrais dire bonjour à tous aux millions de téléspectateurs et prier pour que notre pays traverse ces moments de turbulence avec beaucoup de grâce, mais aussi beaucoup de prise de conscience sur l'enjeu qu'est notre pays, le Cameroun, que nous avons en partage. Je souhaite également à mon frère aîné qui est ici présent et président, Sambaka, de connaître une aventure merveilleuse dans son nouvel engagement. Merci bien. Il est effectivement déjà avec nous, président Cyril Sambaka, désormais militant de l'AFP qui prépare une convention effectivement pour la fin de ce mois d'août. On va attendre effectivement de voir s'il sera porté à la tête de cette formation politique de l'Alliance des forces progressistes. Cyril Sambaka, bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à mon jeune frère Maboula que je n'ai pas vu depuis quelque temps. Bonjour à tous les téléspectateurs en général. C'est un plaisir d'être là tout le temps, n'est-ce pas, avec vous pour partager des choses, et je pense que les sujets que vous avez évoqués aujourd'hui sont des sujets tellement importants que nos téléspectateurs voudront bien nous suivre jusqu'à la fin et avec des échanges en espérant que les autres copanélistes seront là, mais je pense qu'on peut commencer. Merci bien, je vais saluer les populations de Bana, précisément le chef Bakassa qui m'a confié me suivre tous les dimanches depuis pratiquement 3 semaines. Sa Majesté, bonjour. Je vais commencer par vous, Jacques Maboula Mboya. Quelques sujets avant d'entrer sur les 2 sujets inscrits à l'ordre du jour. Laurent Gbagbo, après près de 4000 morts, s'est retrouvé finalement main dans la main avec Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que ceci ne vient pas... On a vu des discours qui, pour certains acteurs politiques, témoignaient le fait que les hommes politiques sont à la recherche de leurs intérêts. Est-ce que ceci ne va pas effectivement créer un malentendu sur la personnalité de Laurent Gbagbo, qui où le monde entier a vu Laurent Gbagbo comme je veux dire quoi, quelqu'un qui a été incriminé et que par la fin il se retrouve main dans la main avec son bourreau? Écoutez, Laurent Gbagbo, c'est d'abord un leader. Un leader, c'est un homme qui a un ensemble de personnes qui dépendent de lui et qui obéissent à ses décisions. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire l'a été du fait du leader qui s'appelle Laurent Gbagbo. À ce jour, malgré son acquittement à la cour pénale, il y a encore de nombreux militants de son parti qui se trouvent en prison. Il y a un de ses lieutenants, comme Blé Goudé, qui n'a pas encore récupéré son passeport ivoirien. Et il y a encore des charges qui pèsent au niveau local sur Blé Goudé. En tant que leader, il est obligé
d'aborder une démarche pacifique pour libérer les siens. Et il a été clair. Sa motivation première, c'était le souci de voir tous ses militants, tous ses sympathisants libres et de vaquer à leurs occupations, parce que la politique ne peut pas se faire dans un bras de fer éternel. Il faut bien à un moment donné créer la rupture pour permettre la cohésion sociale et bâtir la Côte d'Ivoire, qui est le seul patrimoine qu'ils ont en commun. Quand on aime son pays, on renonce à pas mal de choses, à son orgueil, à soi-même, pour aller vers ce qu'on appelle la réconciliation durable. Nous espérons par là que M. Ouattara sera attentif et sincèrement ouvert à cette approche d'apaisement et que la libération des pro-Gbagbo ne sera allée au-delà d'un mois et que la régularisation de la situation d'un homme comme Blé Goudé sera effective. Parce que la véritable paix, c'est pas dans les mots et dans les photos. La véritable paix, c'est dans les gestes, c'est dans les symboles, c'est dans des actions concrètes que le monde entier voit, que les prisonniers ont été libérés, Blé Goudé peut rentrer en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo peut tenir ses meetings, etc., etc., et qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières, comme on dit. Je pense que c'est un acte à saluer, et je crois que c'est un exemple à suivre. Malgré la colère, la rancœur qu'on a, fait le premier pas pour empêcher l'escalade de la violence. Merci bien. Président Cyril Sambaka, cette actualité nous permet également de s'interroger sur la sincérité des batailles politiques ou des rancœurs des hommes politiques, finalement. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que quand il y a des dissensions, quand les gens ne sont pas d'accord, il faut tout faire pour qu'on n'arrive pas à la guerre. Parce que si on arrive à la guerre, il n'y a pas d'autre choix que de se réconcilier pour faire avancer les choses. Le maire vient de vous expliquer quelque chose de fondamental. Et moi, quand je lis dans les réseaux sociaux, je m'étonne. Tous les gens qui se transforment en hommes politiques pour juger des affaires sans tenant ni aboutissant. On veut que, on dit, ces gens ont sacrifié le peuple, maintenant ils s'entendent, ils s'embrassent. Non. Derrière tout ça, il y a la politique. Il y a à rétablir la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas rester divisée. Il est regrettable que ce soit passé par une guerre. C'est pour ça qu'on condamne, n'est-ce pas, d'arriver jusqu'à la guerre. Mais quand la guerre est passée, il faut la réconciliation, il faut que les gens se mettent en harmonie, et il faut que le pays se développe. La Côte d'Ivoire a cette chance fondamentale qu'en son sein, il y a 3 chefs d'État qui vivent encore. 3. Et je pense que cette chance devrait permettre à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, de pouvoir bâtir quelque chose de solide si ces différents hommes, ces différents leaders se mettent ensemble pour redéfinir, n'est-ce pas, un nouvel axe pour le développement de la Côte d'Ivoire. Parce que ce sont des gens qui ont un certain âge, qui ont une certaine expérience et qui savent très bien que l'Afrique doit se libérer, qui savent très bien que l'Afrique doit se développer et que les atouts de la Côte d'Ivoire doivent être développés et renforcés. Donc, il est plus facile pour des gens qui ont été 3 présidents, c'est rare en Afrique, 3 présidents qui sont encore vivants et qui sont dans un pays divisé, qu'ils puissent se mettre ensemble pour montrer la voie, pour parler du passé de la Côte d'Ivoire, pour parler du présent de la Côte d'Ivoire et entrevoir l'avenir dans une réconciliation. Et cette réconciliation va être forte parce qu'ils vont mettre sur la table leurs différentes expériences, mais il faut absolument qu'ils soient des patriotes et qu'ils pensent Côte d'Ivoire. Je pense il y a une classe qui pense d'un côté qu'il faut qu'il y ait d'abord la vérité sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire de 2002 en 2010. Oui, mais ce n'est pas une démarche qui soit à rejeter. Les vérités, on dit les vérités dans le but de se pardonner et de se réconcilier. Mais quand vous voyez en même temps des gens dire qu'il y a eu des morts, comment est-ce qu'on va payer ces morts, etc., etc.,
Moi, je dis, c'est pas des politiques. Parce qu'un politique, c'est qu'il doit tout faire pour éviter la guerre. Parce que dès que la guerre est arrivée, il est incontournable que si on veut avancer, qu'il y ait une réconciliation, qu'il y ait un pardon. C'est la même chose au Cameroun. C'est la même chose au Cameroun. On ne peut pas envisager un Cameroun de demain qui soit serein, où nos enfants et nos petits-enfants vont venir trouver comment booster les choses parce que nous avons arrangé les choses sans que nous ne se soyons réconciliés. Et je pense que l'un de vos sujets, aujourd'hui, en parle parce que cette histoire de tribalisme, cette histoire de haine, etc., on commence à le prendre ici au Cameroun. Ça a commencé comme un jeu, mais petit à petit, c'est en train de prendre des proportions. Et si ça doit s'ajouter à tous les problèmes déjà que nous avons, vous comprenez que la seule voie de demain pour l'Afrique, c'est la réconciliation, c'est le pardon, et puis c'est la reconstruction. Merci. Très rapidement, autre question à soulever. Jacques Maboulamboya, 2 ministres d'un même gouvernement John Gouté, qui se livrent avec, de façon opposée avec 2 communiqués sur un même sujet. On sait déjà que le rapport du ministre des Finances effectivement indiquait que le ministre de la Santé, avec dans le cas de la riposte du Covid 2019, dépensé 45 milliards. À son tour, une note du ministre de la Santé qui a fuité, qui dit non, c'est pas 45 milliards, c'est 35 milliards. Comment on arrive dans cette situation? Ça peut peut-être démontrer le fait que on a là un gouvernement où le chef ne contrôle plus ces éléments, ou les acteurs de son gouvernement. Ça n'a rien à voir avec le chef. Ça a à voir avec ce qu'on appelle la programmation de la dépense publique. Parce que quand vous remettez de l'argent, il devrait avoir une feuille d'emploi de cet argent. C'est un peu comme si vous donnez de l'argent à votre cuisinière pour aller faire le marché. Vous avez des rubriques de la dépense qui sont clairement définies. Et ça met juste en évidence qu'il y a un déficit de cohésion gouvernementale dans l'action au service des Camerounais. Et la seule chose pour arbitrer, là, c'est que le Consup vienne faire voir ces dépenses-là, rapprocher les 2 acteurs pour faire la lumière. Je crois qu'on ne devrait pas passer 10 jours pour expliquer une telle chose. C'est qu'on dit, vous avez dépensé tant, vous de votre côté, vous dites, j'ai pas dépensé tant. La seule chose à faire, c'est le rapprochement des états de dépenses entre les 2 acteurs pour faire la lumière là-dessus. Et je crois que ça ne devrait pas faire couler autant d'encre. Mais c'est parce qu'il y a l'absence de vérité sur la gestion des 180 milliards du Covid au Cameroun. Oui, on en arrive là. Écoutez, je crois Où est le véritable rapport? Si vous voulez avoir le rapport, il faut avoir les données. Personne à ce jour n'a les véritables données. C'est pour ça que... On devrait l'avoir, Jacques Maboulamboya. Nos parlementaires sont censés faire ce travail pour nous. Encore les parlementaires? Bien entendu, c'est eux qui ont l'action de contrôle de la dépense publique, de la gouvernance. Ils sont élus pour cela. Maintenant, venir faire un débat sur des ragots, sans statistiques, sans chiffres, sans faits réels, moi je dis, ça n'a pas de... Vous pointez là les parlementaires. Bien sûr. On peut déduire là que les parlementaires au Cameroun ne font pas leur travail. Bien entendu, parce qu'on ne devrait même plus ergoter là-dessus. Parce que les parlementaires, en tant qu'élus de la nation, devraient nous présenter la situation réelle du programme du budget de gestion du Covid-19. Parce qu'en tant qu'acteur du contrôle de la dépense publique, ils devraient pouvoir nous donner des faits. Et que, sur ce, ils pouvaient aussi, eux, demander que lumière soit faite. Pourquoi pas interroger les 2 responsables en assemblée, c'est-à-dire le ministre de la Santé et le ministre des Finances. On peut bien ouvrir ce débat au Parlement et faire de la lumière dessus. On a vu dans d'autres pays des débats en plénière sur des sujets qui fâchent, où il y a incompréhension. Pourquoi on ne le ferait pas au niveau du Cameroun? Je crois que c'est une responsabilité républicaine qu'ils nous doivent pour avoir été élus pour défendre l'intérêt général. Donc je crois que s'il y a des parlementaires courageux, ils devraient interpeller ces acteurs-là en plénière pour avoir de la lumière là-dessus.
Merci, on l'accueille très rapidement. C'est vrai qu'il a déjà un peu soufflé, Maître Georges Tegem. Il est avocat au barreau du Cameroun et communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est le RDPC. Maître Georges Tegem, bonjour et bienvenue. Bonjour à mes copanélistes, bonjour à vos auditeurs aussi nombreux. C'est un plaisir d'échanger avec vous ce matin. Je vous remercie de m'accueillir. Merci bien, je reste toujours avec vous. Vous arrivez, on parle de cette situation. On va qualifier ça de cacophonie gouvernementale. S'il faut trouver un thème à cela. Deux ministres qui mettent sur la place publique deux communiqués. Le premier, c'est le ministre des Finances qui indique que c'est 45 milliards pour le ministère, pour le ministre de la Santé. À son tour, le ministre de la Santé dit non, moi c'est 35 milliards. Cela renvoie à quoi? L'absence du contrôle de l'action gouvernementale par le chef du gouvernement? Écoutez, dans une démocratie comme la nôtre, les ministres sont parfois libres de s'exprimer. Dans une démocratie comme la nôtre, il peut arriver qu'un membre du gouvernement prenne un peu de liberté avec, si vous voulez, ce qu'on appelle la cohésion gouvernementale. Il n'en demeure pas moins que ces chiffres sont questionnables. La preuve, c'est qu'ils sont en ce moment discutés entre deux membres du gouvernement. Et dans une démocratie comme la nôtre, il y a une institution établie pour régler ce type de problème. C'est la justice. Je suis fier que son Excellence, Monsieur le Président de la République, ait décidé que dans le cadre de la gestion de ces fonds Covid, que la justice sévisse. Maintenant, une enquête judiciaire est en cours. Le tribunal criminel spécial est saisi. Les membres du gouvernement y sont entendus, notamment par les officiers de police judiciaire spécialisés. Je pense que ce que nous devons faire tous, c'est de respecter cette institution qui agit au nom du peuple camerounais en vertu des dispositions de l'article 37 de notre Constitution. Je suis content, la justice va nous fixer. Je suis fier parce que nous avons une institution respectable, c'est l'institution judiciaire. Mais Georges Tegem, c'est la preuve qu'il y a quand même un problème dans le cadre de la gestion de ce fonds Covid. Mais écoutez, c'est une cacophonie là qui est observée aujourd'hui. C'est pour cela que la justice est saisie. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de justice. Jacques Maboula parle du travail des parlementaires qui n'existent pas. Non. Écoutez, moi je pense que M. Maboula est tout à fait en droit de s'exprimer. On est en démocratie. Et dans le cadre d'une démocratie comme la nôtre, il y a des organes qui existent. Et les organes ont des pouvoirs en fonction des circonstances précises. Il me semble que ce problème est né la semaine dernière. Il n'y a pas de session parlementaire en cours. Et pendant qu'il y avait des sessions parlementaires en cours, il y a des membres du gouvernement qui étaient interrogés par des parlementaires à ce sujet. Et à chaque fois, des questions précises ont été données à ces parlementaires, même si quelquefois elles n'étaient pas satisfaisantes d'après eux. Mais je pense que jusqu'à présent, l'organe établi dans la République qui est la nôtre pour rétablir la vérité, ou la vérité dans une République comme la nôtre, et la vérité judiciaire. Il n'y a pas de vérité. La vérité n'est pas politique, elle est vérité judiciaire. C'est ça la démocratie. Donc c'est la justice qui nous fixera nous tous. Maintenant, j'ai écouté M. Maboula avec beaucoup d'intérêt, et je vais quand même observer ici que la session au cours de laquelle le budget de l'État est discuté, ou alors des dons spéciaux, ou alors des budgets spéciaux sont discutés, c'est la session budgétaire qui aura lieu au mois de novembre prochain. À cette occasion, il me semble que ce projet également, parce qu'il faudra voter ce qu'on appelle la loi de règlement. À ce moment, je pense que les députés parlementaires voudront voir clair. Mais actuellement, pour l'heure, il y a deux communiqués de deux membres du gouvernement qui prouvent qu'il y a un problème, mais ce n'est que des présomptions, ou alors, si vous voulez, ce n'est que des indices, et la justice nous dira qui des deux a raison. C'est l'organe qui est établi pour nous le dire. Nous n'avons pas qualité pour dire qui a raison et qui a tort. Pour l'instant, nous observons qu'il y a un problème et nous sommes contents que le président de la République avait décidé déjà de saisir la justice parce que certainement lui aussi s'est interrogé en voyant les chiffres qui lui revenaient. Donc attendons de ce qu'il décidera ou alors de ce que décideront les juges de notre pays à qui la République a confié le droit de contrôler l'exercice de l'action de chacun d'entre nous. Président Cyril Sambaka, on croise les bras, on attend la justice. Oui, puisque le président de la République c'est l'alpha et l'oméga, c'est lui le début et la fin. Mais je pense que dans un pays démocratique, avec des institutions, chacun doit pouvoir jouer son rôle. Le cinéma que nous avons vu avec les deux ministres ces derniers temps, j'appelle ça cinéma parce que ça ne nous sert strictement à rien. Ils n'ont aucune justification à nous faire. Ceux qui doivent nous expliquer ce qui se passe, ce sont les députés que nous avons votés, n'est-ce pas, et qui sont à l'Assemblée nationale, et qui attendaient le rapport de la CONAC.
vous avez compris qu'une fois encore, l'exécutif a eu le déçu et a retiré le rapport de la CONAC qui n'est jamais arrivé à l'Assemblée nationale. De la Chambre des comptes. De la Chambre des comptes, qui n'est jamais arrivé à l'Assemblée nationale. C'est là où part tout le problème. Donc les diversions que nous connaissons ces jours-ci, à savoir qu'il y a 45 milliards, 35 milliards, ça, c'est pas ça du ressort de l'exécutif, c'est eux qui s'arrangent là-bas. Nous, ce qui nous est important pour nous, c'est le rapport de la Chambre des comptes. Parce que c'est le rapport de la Chambre des comptes qui était supposé être déposé, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, afin que les députés puissent nous les transmettre, puisque c'est nous qui les avons envoyés là-bas. Il s'est avéré donc que l'exécutif au pays a eu le dessus sur le législatif et a refusé de déposer ce rapport. Donc toutes les discussions que nous avons sur 45, 35 milliards et autres, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est ce que les députés doivent nous dire parce que nous les avons envoyés là-bas. Et il était prévu à l'Assemblée nationale que le rapport soit déposé lors de la dernière session. Ça a été reporté un jour et puis ce n'est plus jamais arrivé. À partir de ce moment-là, nous pouvons dire qu'il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème parce que le peuple qui donne son pouvoir aujourd'hui se retrouve dans une situation où il ne peut pas réclamer des explications. Or, dans la transparence, dans une république, le peuple qui est souverain et qui transmet sa souveraineté doit être informé par le législatif, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier qu'on vote le président de la République par un vote direct et on vote les députés par un vote direct. C'est eux qui représentent la nation camerounaise. Donc d'un côté, il y a le président de la République qui est le chef de l'exécutif et il y a le pouvoir parlementaire. Or, dans le pays, nous avons constaté que le pouvoir parlementaire ne vaut rien. Malgré l'obésité, n'est-ce pas, du parti qui nous gouverne, nous constatons que même cela ne suffit pas à l'exécutif, n'est-ce pas, et qu'on se retrouve dans des situations comme celle-ci. Nous sommes là à discuter d'un problème qui ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est le rapport de la Chambre. Si la Chambre a déjà fait son rapport, et il a déjà fait son rapport, et il devait être déposé à l'Assemblée nationale, qu'on dépose cela à l'Assemblée nationale. Sinon, qu'est-ce que nos députés, à quoi ils servent? Parce que chaque jour davantage, on nous fait comprendre, on nous fait savoir que les députés ne servent à rien. Ils ne servent à rien parce que même engager un contrôle, ils en ont le droit, mais ils ne le font pas. Le président de l'Assemblée dit, attendez que le rapport de la Chambre arrive, et le rapport de la Chambre n'arrive pas. Donc, on ne peut pas commettre, n'est-ce pas, une enquête parlementaire parce qu'on attend la Chambre des comptes. Et vous-même, vous savez que quand ça entre alors du côté de la justice, il faut seulement prier Dieu qu'un jour ça puisse se dénouer parce que, en vérité, la justice fait à son temps. La justice va faire ses enquêtes. La justice aura besoin de moyens supplémentaires pour boucler des enquêtes aussi importantes. Donc, on s'achemine vers l'oubli. Et comme la force des Camerounais, c'est d'oublier, c'est de leur passer, c'est d'oublier ce qui se passe. Donc, ceux qui nous gouvernent savent très bien que le dilatoire, c'est la meilleure méthode de gouvernance pour se maintenir au pouvoir. Et c'est ce qui se passe. Merci. On avance rapidement, on pointe notre sujet. Non, je voudrais quand même dire un mot. Oui, très rapidement. C'est juste une phrase. Je voudrais faire observer ici que celui qui assure le fonctionnement régulier des institutions, c'est le président de la République. C'est-à-dire qui veille à l'indépendance du pouvoir judiciaire, il veille au travail parlementaire et les deux, que ce soit le président Sambaka ou le même Aboula, ils ont démontré là que un des pouvoirs ne fonctionne pas, le Parlement ne fonctionne pas. Excusez-moi, le Parlement fonctionne, la preuve c'est qu'on a des lois. Tous les gens votent des lois, il y a la loi sur les propos haineux, je pense que c'est un thème de ce jour. Vous n'avez pas dit que le Parlement ne fonctionne pas. Ce que je voudrais faire observer, c'est qu'en tant que c'est l'article 8 de la Constitution, il veille au fonctionnement régulier des institutions, Monsieur le Président de la République. S'il y a une erreur ou une faute qui est en train de se commettre, il lui revient de la stopper. La justice ne peut pas faire un rapport et le Parlement connaître ce rapport. Ça ne se fait pas. Dans aucune démocratie, vous n'avez. Dans une démocratie comme la nôtre, qui est une démocratie équilibrée, quand la justice fait son rapport, la justice siège, parce qu'un rapport, c'est un outil, c'est un indice qui a des éléments pour permettre à la justice, si vous voulez. Vous imaginez la Chambre des comptes, c'est-à-dire la Cour suprême, fait un rapport préalable, qui est ce qu'on appelle un rapport d'étape,
qui va être connu par le juge au fond, qui rendra une décision sur le rapport au Parlement. Mais c'était, heureusement, Monsieur le Président de la République était là, ça devait être très grave, c'est une faute politique, si c'était ainsi. Moi, je pense que ça avait une erreur de communication de Monsieur le Secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui n'a peut-être pas compris qu'en démocratie, la justice ne peut pas avoir des indices contre un citoyen, et ces indices se retrouvent en train d'être discutés au Parlement. Ça ne se fait nulle part. Vous pouvez être convoqué à la PJ, on vous entend sur un fait précis, et vous entendez que ce fait précis est en train de discuter au Parlement. Ce serait une faute grave, ce serait une faute politique. Et heureusement, M. le Président de la République était là. Il a rectifié le tir en demandant que ce rapport ne soit pas connu. Parce que c'est un rapport qui ne signifie strictement rien jusqu'à ce que les juges statuent. C'est un rapport qui est rendu de manière non contradictoire, puisque c'est un rapport où quelqu'un est entendu, on rend un rapport, il n'y a pas de contradiction. Le rapport n'est pas discuté par les partis adverses. Mais Georges Tegem, le président Seyid Sambaka a évoqué la souveraineté. Le Parlement peut se saisir en ouvrant une enquête parlementaire sur la situation. Effectivement. Parce que la question fait grand bruit. Mais le Parlement n'a pas voulu ouvrir l'enquête parlementaire. Non, mais le problème, c'est la transmission du rapport. Écoutez bien ce que je dis. Le rapport émane de la Chambre de compte. La Chambre de compte appartient à la Cour suprême. C'est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire ne peut pas prendre un rapport en violation de toutes les règles de droit, notamment les instruments internationaux qui ont été ratifiés par le Cameroun, qui prévoit qu'aucun Camerounais ne peut être jugé sans que sa cause soit entendue par une juridiction. Que l'on se retrouve au Parlement en train d'en discuter de ce rapport, ce serait un véritable problème si la justice aurait fauté. Et il y aurait si vous voulez, un incident entre les différents pouvoirs constitués. Et je pense que ça a été une grande chance pour nous, que l'homme de l'expérience l'ait stoppé. Non, je crois que on ne peut pas avoir la rendre l'évidence que nous sommes en pleine gouvernance opaque. Bien sûr. La transparence suppose que les élus de la nation aient ce compte rendu, ce rapport d'étape, qu'ils sachent de quoi il s'agit, même si ils ne peuvent pas rendre une décision de justice. C'est ce qu'on appelle la transparence. Comment vous pouvez estimer que nous sommes en République et que un rapport comme celui-ci, qui porte sur la vie de plus de 25 millions de Camerounais, en pleine pandémie, soit un secret défense, confisqué par quelques individus? Ça montre une fois de plus qu'il n'y a même pas séparation de pouvoir. Nous sommes en pleine dictature de quelques individus. Parce que le minimum, et c'est prévu, qu'un rapport comme celui-là soit rendu public. À ce jour, personne ne saurait dire qu'est-ce qui est contenu dans ce rapport. Et je crois que si nous allons vers une république, si nous allons vers une démocratie réelle, où on a des acteurs au Parlement qui représentent le peuple, le minimum serait qu'on leur mette à disposition ce rapport et que tout le monde puisse en prendre connaissance. Ne pas le faire, c'est condamner d'avance la cohésion nationale en termes de confiance entre gouvernants. En plus, il y a filouterie. Il y a filouterie parce que les députés de la nation, certains, ont voulu qu'on commette une enquête parlementaire par rapport à ce sujet. Et le président de la Chambre a dit que la Chambre des comptes avait déjà son rapport et que ce rapport sera déposé à l'Assemblée nationale. Et puis subitement, on se rend compte que ça risque de faire ci, ça risque de faire ça. Heureusement qu'on a retiré. Non, pas heureusement qu'on a retiré. On nous a mis dans une situation catastrophique. C'est une situation catastrophique parce que il y a eu des éléments de rapport qui ont fuité et on a su tout de suite qu'il y a quelque chose, qu'il y a une pression qui est en train de se faire à partir de l'exécutif. Parce que le deuxième rapport de synthèse que la Chambre des comptes a sorti, ils ont pris la peine, n'est-ce pas, de noter à la première page que ça n'engage rien, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Tout de suite, c'est un indicateur qu'il y a une pression qui est en train de se faire. Et je vais dire, Maître a dit tout à l'heure que l'Assemblée nationale travaille. L'Assemblée nationale travaille quoi? Quand toutes les lois viennent du gouvernement. L'Assemblée nationale ne travaille pas. L'Assemblée nationale vote les lois que le gouvernement dépose. Ce que eux, ils peuvent initier est mis de côté. En plus de cela, même ces lois que l'Assemblée nationale vote, il faut après que ce soit suivi de décrets d'application. L'un des sujets que nous allons avoir aujourd'hui va assez le démontrer pour montrer comment est-ce que l'exécutif a complètement cadenassé le pays et qu'il n'y a rien que l'exécutif. Parce que sinon, Maître va vous dire, il est un juriste, c'est vrai, un très bon juriste. L'article 66 de la Constitution
qui dit que il faut présenter ses biens et tout cela, pourquoi ça ne se fait pas? Ça ne se fait pas parce qu'il n'y a pas de décret d'application. Qui fait les décrets d'application? C'est le député? Non, c'est l'exécutif. Vous voyez donc qu'on vous donne d'une main, on reprend de l'autre. On vous dit vous allez voter des lois. Même ces lois que vous-même vous présentez, vous refusez de les appliquer en instituant donc ce verrou qu'on appelle le décret d'application. Le décret d'application ne sert pas à faciliter les choses, il sert plutôt à verrouiller pour que les lois ne puissent pas passer. D'où la conclusion que nous sommes au Cameroun avec l'exécutif qui commande tout, le législatif est là de parade, et malheureusement, c'est ce que nous vivons, et nous ne pouvons pas bénéficier des votes que nous avons donnés à des personnes pour nous représenter à l'Assemblée nationale. L'exécutif fait tout. Merci. On ouvre ce sujet finalement. Démocratie et tribalisme. Je commence par vous, Maître Georges Teghem, vous qui êtes juriste. Aujourd'hui, le curseur est au rouge en ce qui concerne le tribalisme, les discours haineux dans notre pays. Mais la grosse curiosité, c'est la non-application des lois. En 2019, le gouvernement, ayant fait le constat, a introduit une loi portant rectification de l'article 241 qui devrait punir les discours visant à stigmatiser les ethnies. Mais depuis lors, on en est là finalement au rouge. On se demande bien pourquoi. Je ne sais pas très bien le sens de votre question. Pourquoi les lois restent non appliquées jusqu'à présent? Est-ce que cela sert finalement à consolider, selon certaines opinions, hein, le pouvoir politique aujourd'hui au Cameroun? Non, moi je pense que peut-être que votre question, je ne l'aperçois pas tout à fait. Mais ce que je sais, c'est que si nous voulons plus le propos haineux, nous devons travailler. Former les citoyens, indiquer aux citoyens qu'on est d'abord citoyen de son pays, qu'on est Camerounais, on n'est pas de son ennemi. Malheureusement, je me souviens quand j'étais jeune étudiant, on disait toujours les Ivoiriens, les autres ils posent une question, toi tu es Ivoirien, l'autre posait une question, les Sénégalais, tu es Sénégalais, ça suffisait, mais les Camerounais, c'est tu es Camerounais, oui, tu es d'où? C'est un véritable problème de notre société. C'est qu'en réalité, nous sommes une nation constituée de peuples. Et les peuples veulent toujours s'identifier. Ça, c'est un véritable problème qu'il y a. Lorsque vous allez dans des universités, au Cameroun, ou alors dans des lycées, parfois vous voyez le regroupement des régions. Donc, parfois, les gens se le font par village. C'est là où le problème commence à naître. Les gens se grandissent avec des choses de cette nature. Mais il y a des villes où les gens sont complètement intégrés, où ils vivent sans savoir d'où ils viennent. Et ils fondent des amitiés. Au fur et à mesure ils grandissent, parfois, les aînés, par leur comportement, polluent leur vie en leur donnant des informations sur certains ethnies qui, en réalité, visent à stigmatiser et à diviser inutilement. C'est un problème dont, si vous voulez, moi je pense, c'est un problème de conscience personnelle. Et nous devons tous travailler en formant. Nous comptons d'ailleurs sur les politiques, sur le plateau des politiques, et vous les journalistes, pour former. Mais aujourd'hui, l'opposition pointe le doigt accusateur sur le pouvoir. Mais c'est tout facile. Avec les discours que j'ai évoqués cela en introduction ici, des gens, il y a des citoyens que vous qualifiez très souvent de personnes anti-républicains, des antidémocrates. Oui, mais excusez-moi, vous ne pouvez pas vous indiquer que tel a commis un fait. Vous n'êtes pas qualifié puisqu'il est présumé innocent. C'est ça le problème. Quand vous dites que la République ne règle pas les problèmes... Est-ce que la diabolisation d'un certain nombre de citoyens ne vise pas à créer ces discours qui se dans notre société? Lorsque vous dites la diabolisation, je ne sais pas de qui elle vient. Ce que je voulais faire observer, M. Tchokoga, c'est que la République a réglé le problème en votant la loi qui modifie l'article que vous avez évoqué. C'est une réponse de la République. Non. Excusez-moi, monsieur Sambaka, lorsqu'il s'agit du code pénal modifié, le code pénal est une loi qui s'applique immédiatement. Sauf lorsqu'elle prend des dispositions plus rigoureuses. Et les dispositions qui sont prévues ne jouent lorsqu'elles sont rigoureuses que pour l'avenir. Celles qui sont douces ont un effet rétroactif. Ce que je voudrais dire, c'est que la République a apporté une réponse à travers le code pénal. La République a apporté une réponse à travers un organe qui a été mis en place pour régler ce type de problème, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. C'est un organe que la République a également apporté pour régler ce problème. Mais encore une fois,
La République à elle seule, les institutions à elles seules ne peuvent pas régler les problèmes si les Camerounais n'intègrent pas certaines réalités. Je vais ici convoquer le président de la République. Recevant le ministre d'État Atangana Mubara à son bureau, qui lui fait une proposition de nomination. Le président de la République dit, prenez ce texte, allez le publier. Le ministre Atangana Mubara lui reprend, il y a 3 personnes originaires d'un même arrondissement. Et le président de la République de lui répondre, est-ce qu'ils sont Camerounais? Le président Mubara dit oui, il dit bon, je nomme les Camerounais. Full stop. Voilà la formation. Vous voyez que c'est son ministre d'État qui lui rappelle les origines ethniques. Écoutez la réponse du républicain. Est-ce qu'ils sont Camerounais? Oui, je nomme des Camerounais à les publier ainsi. C'est ça la réponse du républicain. C'est ce que nous voulons dans ce pays. Moi, je ne cherche pas à savoir d'où vient M. Sambaka, d'où vient M. Maboula, d'où vous venez. Si vous êtes compétent, vous travaillez, vous servez la République. C'est de cela qu'il est question. Maintenant, il y a des dispositions particulières qui sont insérées en tenant compte des outils internationaux que nous avons ratifiés. Il y a des dispositions particulières qui sont insérées dans la Constitution, dans la loi électorale, pour permettre à tous les citoyens de participer à la gestion de la cité, à travers des principes comme la composante sociologique. Mais Georges Tegem, je veux qu'on soit clair qu'aujourd'hui, il n'en demeure, moi, ce n'est un secret pour personne, que l'insulte, la diabolisation, il y a tout un parti politique qui a effectivement évoqué le fait que tout est mis en branle aujourd'hui pour diaboliser ce parti et son leader. Et peut-être la conséquence de ceux qui arrivent là au rejet de l'autre. Écoutez, où les gens sont Tadi, les Boulou, les Bamileke, les Betty, les Zéoun, les machins. Je vais regretter ici qu'un leader politique, parce que nous comptons sur pour régler ce problème, évoque aussi ce type de sujet. Monsieur Chokoga, la République vous donne des outils. Si je tiens ici un propos haineux, vous avez le texte de loi, monsieur le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Douala Ndokoti, plainte contre Maître Tegem. Objet. Propos haineux, article 241. Monsieur le procureur, je vous saisis, Maître Tegem a tenu les propos. Monsieur le procureur poursuit la procédure. C'est comme cela que ça se fait en République. Il faut soit une dénonciation, soit une plainte d'une victime. C'est comme ça que ça se fait en République. Vous n'avez pas d'autre choix que de faire ainsi. En attendant que le tribunal statue, Maître Tegem est innocent. C'est la présomption d'innocence. C'est comme ça en République. Il n'y a pas deux façons de régler les problèmes. Vous n'allez pas convoquer le gouvernement à tous les coups pour venir régler les problèmes qui relèvent du pouvoir judiciaire. Ou il ne faut pas dire à la Commission nationale pour la promotion électorale qui a fait un travail sur le terrain. Je pense qu'elle vient d'achever une visite, une tournée nationale pour former les citoyens au respect des règles. Si un parti politique tient des propos comme ceux que vous venez d'indiquer, je regrette. Nous souhaitons que les partis politiques accompagnent le gouvernement dans sa volonté de lutter contre les propos haineux et nous souhaitons que tous les leaders politiques s'y mettent à fond la caisse en expliquant aux Camerounais qu'effectivement chez nous, il y a des techniques de règlement de ce type de problème. Cependant, les textes ont prévu que toutes les communautés doivent participer à la vie de la cité, notamment le code électoral qui prévoit ce qu'on appelle la composante sociologique. Merci. Jacques Maboulamboya, nous sommes là aujourd'hui à frôler le rouge au regard d'un certain nombre de discours propagés aujourd'hui dans l'espace public et même dans les médias en ce qui concerne le tribalisme. On se demande bien si ceci, si c'est une volonté manifeste de l'ordre gouvernant pour consolider, on se pose bien, la démocratie à l'état actuel du Cameroun. Écoutez, je voudrais toujours rendre grâce à Dieu parce que nous avons eu le courage de nous engager politiquement. Et je me rends compte à l'illustration qui a été faite par Maître Georges Tegem que le RDPC ne comprend rien du tout. Le tribalisme ne se règle pas par la justice. Qu'est-ce que le tribalisme? Le tribalisme, c'est le symptôme d'une maladie sociale. Après le tribalisme, vous avez des règlements de compte qui peuvent suivre. Et cette maladie peut aller jusqu'à la guerre ethnique. On ne partage pas la pauvreté. Je le répète assez souvent. Le tribalisme commence à naître quand la rareté des biens se fait criarde. Quand les opportunités et l'égalité de chance se font pour un groupe d'individus précis.
alors il y a ce qu'on appelle les replis identitaires. Et il est question ici de répartir l'équilibre territorial en termes d'opportunité et d'égalité de chance. Pourquoi les gens aujourd'hui regardent l'appartenance alors que hier ce n'était pas le cas? Parce que justement il y a une rareté des biens, il y a une rareté d'emplois, il y a une rareté de situations qui créent ce qu'on appelle le confort existentiel pour tout le monde. Alors qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à se définir par catégorie, par appartenance, par même parti politique. Aujourd'hui, pour faire certaines prestations, il faut être soit un parti proche du groupe pouvoir. Pour faire certaines choses, il faut être proche d'une tribu donnée. Et c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. L'instinct de survie est humain. Même le plus grand barreau du monde, je veux dire même le plus grand tribunal du monde, ne peut pas réprimer le tribalisme. Parce que c'est un instinct de survie quand il y a manque dans une société. Et s'il y a manque dans une société, ça veut dire que la gouvernance est mauvaise. Et l'Alliance républicaine est pour ce qu'on appelle la République de l'égalité de chance, la République de la confiance. Et cela commence par la programmation du bien-être national. Est-ce qu'on ne va pas vous tenter là, monsieur le maire, de légitimer l'utilisation ou bien la propagation de ces discours haineux-là dans l'espace public? Je ne légitime rien puisque c'est pas prévu dans la loi. Légitimer, ça veut dire que c'est justifié. Je ne justifie pas. Je vous explique le fait que il y a un instinct en l'homme qui s'appelle la survie. Même dans une famille de même père, même mère, où la rareté se fait, vous allez voir que chaque frère ou chaque sœur a tendance à payer d'abord la scolarité de son enfant, avant de voir si le neveu a eu sa pension payée, à rationner d'abord sa maison, avant de voir si son frère a mangé, à payer le jouet de Noël de son enfant, avant de voir si le jouet de Noël de l'autre a été payé. C'est pour vous dire que si vous ne comprenez pas d'où vient ce sentiment national aujourd'hui, où les gens marchent par catégorie de tribus, où les gens font des projets par catégorie d'appartenance, je vais vous dire une chose. Vous pensez que c'est simplement au niveau national? Non, même au niveau du département. Vous allez voir dans le CAM, vous allez voir des gens qui se comportent par rapport à l'appartenance à la vallée, d'autres qui se comportent par rapport à l'appartenance au nom Makombe, d'autres qui se comportent par rapport à Yingi, etc. C'est un phénomène du partage du gâteau national qui a été inapproprié parce que l'égalité de chance n'est plus assurée aux citoyens de ce pays. Et les gens se défendent comme ils peuvent. Maintenant, je déplore les dérapages verbaux. Je déplore les accusations outrancières et tout ça. Je déplore les menaces en termes de survie de certaines communautés. Mais je dis, nous avons tous le même droit dans ce pays, le droit de vivre et le droit d'être heureux. Et si on n'a pas compris ça, nous sommes prêts à refaire la leçon. Le tribalisme est un symptôme d'une maladie chronique. On pointe du doigt la dernière présidentielle de 2018. Bien entendu. 2018, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de replis identitaires et beaucoup de replis alimentaires. Parce que dans certaines tribus, il y en a qui ont dit « ici on peut manger » et se sont alignés par rapport à la mangeoire. Et ailleurs on dit « c'est notre tour de manger ». D'où l'expression tontina. On ne peut pas tontiner sans gagner. Il faut aussi qu'on gagne. Donc je vous dis une fois de plus, pour régler le tribalisme, il faut comprendre sa genèse. D'où c'est parti. C'est un dysfonctionnement social qui engendre le tribalisme. C'est comme si on vous dit vous avez de la fièvre. Au lieu de soigner le paludisme qui a l'origine, vous allez vous mettre sous le climatiseur. La justice, c'est ce que la justice va essayer de faire. Mais le malaise va continuer. Et quand on va arriver à la phase extrême du tribalisme, ça va être les guerres ethniques. Parce que vous allez voir, il y a quelque temps dans le sud, on a vu certaines communautés chasser d'autres communautés. Pourtant, nous sommes dans la même république. Et c'est là où je dis, mettez la plus grande sanction mondiale contre ceux qui tiennent de tels propos. Je verrai comment vous allez faire en sorte que ces personnes ne prennent pas un jour l'option irréversible qui s'appelle la guerre ethnique. Et c'est pour ça que je dis, prévenir vaut mieux que guérir. Il faudrait que ceux qui ont en charge ce pays se disent qu'ils sont à l'origine de ce tribalisme qui s'appelle la malgouvernance
existentielle, le déficit de confiance aux institutions et l'instinct de survie pour toutes les communautés. Merci. Président Cyril Sambaka, vous qui avez connu la période de 1990, déjà sur le terrain, cette question, effectivement, avait fait surface à cette époque-là. Mais aujourd'hui, cela semble avoir pris des proportions inquiétantes. On se demande bien, est-ce que c'est de la volonté du système tel que veut, de la gouvernance telle que veut démontrer le même Aboula, ou simplement la manipulation des hommes politiques que vous êtes? Mais le même Aboula sait très bien de quoi il parle. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un problème très délicat, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais il a été renforcé par le multipartisme et la politique. J'ai évoqué souvent que notre pays a besoin de parler entre ses fils. Nous avons des historiens, nous avons des ethnologues, nous avons des anthropologues, nous avons des sociologues. On doit regarder un peu le parcours du Cameroun, d'où le Cameroun vient, où il est aujourd'hui et sur quoi il se projette. S'il se projette sur le tribalisme, qui en fait est un instrument politique aujourd'hui, né du fait qu'il y a des injustices. Parce que quand on est aux affaires, le peuple, lui, il a le droit de réclamer son droit au bonheur. Et vous qui gouvernez, vous avez l'obligation de faire le maximum pour que le peuple retrouve son droit au bonheur. L'un des moments phares de notre pays, c'était en 1991, quand on était au plus mal et que la réunion tripartite est arrivée. Pourquoi est-ce qu'on a réclamé le fédéralisme? Pourquoi est-ce qu'on a réclamé la décentralisation? C'est tout simplement parce que l'être humain, et je suis d'accord avec le même Aboula, est essentiellement égoïste. Il veut tout pour lui, rien pour les autres. Et dans cet égoïsme-là, nous avons en face la générosité. Or, la générosité s'appelle la République. On transforme donc cette république de générosité en une république d'égo, où les gens deviennent essentiellement égoïstes. C'est les conséquences donc qui nous amènent à avoir une république décentralisée sans être décentralisée, parce que tout est verrouillé, qui nous amène aussi à avoir les replis identitaires. C'est cela qui fait en sorte que la rupture des plans quinquennaux qu'on avait, à savoir développer toutes les provinces du Cameroun, pour pas qu'il y ait des déplacements, pour que les gens puissent bâtir à partir de leur siècle. Et si vous regardez bien, l'ancien régime du Cameroun avait commencé la décentralisation économique. Et nous avons eu l'honneur, nous dans l'ONCAM, à avoir le premier projet pilote, qui était à Konjok Sodenkam. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ce qui s'est passé là-bas, c'est que chaque Camerounais avait le droit d'avoir une terre qu'on encadrait, qui pouvait cultiver. Chaque Camerounais. Il n'était pas question que ce soit forcément, essentiellement les enfants du camp. Donc c'est ce qu'on appelle concrètement le vivre ensemble. Donc vous voyez comment on quitte des affaires pratiques pour commencer à développer des théories qui ne tiennent pas. On nous parle aujourd'hui d'un comité national de ceci, de cela, de vivre ensemble. Mais non, le vivre ensemble, ça se pratique. C'est pratique, c'est comme il disait tout à l'heure. Vous voyez donc entre la philosophie et puis les discours, il y a aussi la pratique. C'est dans la pratique que les gens se reconnaissent. Et ça a été le cas jusqu'à un moment où on est venu déconstruire cette mission de l'État qui était de développer les provinces. Nous arrivons en 90, comme vous dites, il y a les libertés. 91, il y a la nécessité de penser un nouveau Cameroun, c'est-à-dire de changer la constitution du Cameroun, et on se dit, il faut aller vers le fédéralisme de 10 États. C'était ça le consensus là-bas. Ben, le gouvernement a estimé que non,
il ne fallait pas prononcer le mot fédéralisme et qu'il fallait aller à la décentralisation, ça devait avoir le même effet. Donc, si ça a le même effet, ça veut dire qu'on regarde le contenu. Maintenant, on dit les collectivités décentralisées vont être élues et puis ils vont pouvoir assumer avec une partie du budget de l'État. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Le préfet, le sous-préfet, continue dans le système jacobin à contrôler toutes ces choses et à agir a priori au lieu de contrôler a posteriori. Donc tout ça c'est important de le dire. Comment est-ce que Sambaka, le pouvoir vous accuse, vous de l'opposition, d'être à l'origine de aujourd'hui de la manipulation des masses? Non, il n'y a pas de manipulation de masse. Je vais vous donner un exemple concret à Douala. Le maire de la ville de Douala, le grand maire, il a été désigné par les conseillers municipaux. Et puis j'ai entendu le discours. Pourquoi est-ce qu'il doit être originaire de la ville de Douala? Vous comprenez? C'est le manque d'harmonisation qui pousse les gens à le faire. Mais ceux qui le disent, parfois, ils sont arrivés à Douala parce que le frère les a appelés. Le Cameroun n'ayant pas développé cette partie du Cameroun, le frère les a appelés à Douala. Et quand il les appelle à Douala, il faudra lui trouver de l'emploi. Peut-être que ce monsieur a des moyens et vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un crée une entreprise ici, il prend les gens de sa famille. Ce qui n'est pas, du reste, tout à fait normal. Vous comprenez? Nous, quand on était jeunes, dans ce Douala, tous les parents sortaient le matin pour aller au travail. Aujourd'hui, allez regarder les jeunes, jusqu'à un certain âge, qui sort le matin pour aller au travail. Il n'y en a pas. Et quand quelqu'un a un poste important, qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir les gens de son village pour les mettre là, et ceux qui les accueillent n'ont pas de travail. Et vous voulez qu'on se taise, qu'on ne dise rien. Non, il y a un problème. Il y a un problème de la répartition des fruits de la croissance. Il y a un problème comment on appelle ça, de générosité. Vous ne pouvez pas arriver chez moi. Je vous accueille. Vous faites vos affaires, vous payez les impôts de l'État, etc., etc. Et puis moi qui vous accueille, je suis au chômage. Je n'arrive pas à trouver du travail. Tout simplement parce que il faut être entrepreneur et je ne le suis pas. Mais je suis un travailleur qui doit travailler comme mon père a travaillé. Donc quand on ne parle pas franchement, quand on ne se dit pas les choses vraies, on a tendance à penser que non, il faut pas instrumentaliser. Les Camerounais ont toujours vécu bien. Si vous allez dans les quartiers, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui le problème commence quand c'est la politique. Parce que les gens veulent conserver le pouvoir. Et parce que les gens veulent conquérir le pouvoir. Alors ils instrumentalisent. Non. Il s'agit de se dire la vérité. Et pour se dire la vérité, il faut être autour d'une table. Il faut faire venir les historiens. Moi, je vais vous dire une chose que j'apprends. Moi, je suis de Yabassi. Je suis un Bandem. Mon village, c'est Bewang. Et dans mon village, les anciens nous ont dit que certains de nos frères sont partis et sont allés vers l'ouest. Ils sont allés créer un village là-bas qu'on appelle Bawan. Tous sont les enfants de Ouan. Vous pensez que quand des scientifiques vont commencer à nous expliquer ces choses-là, le tribalisme primaire que nous voyons là va encore exister? Vous pensez que quand on va projeter le Cameroun dans 50 ans, dans un siècle, il y aura encore le tribalisme? Moi, j'ai des enfants qui sortent de toutes les régions. Et vous pensez que moi, je vais dire à ces enfants-là que ils ne sortent pas de cette région? Donc, il y a quelque chose qui se fait aujourd'hui, c'est l'instrumentalisation. Certains compatriotes, mais Tegem n'a pas à refuser de s'exprimer là-dessus. Il y a des Camerounais qui sont considérés comme des anti-patriotes, des anti-républicains aujourd'hui. Oui, parce de leur opinion. Non, c'est parce que les politiques instrumentalisent. Il y a des gens qui pêchent, pas parce qu'ils ont envie de faire du mal, mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Dans la vie, il faut bien comprendre des choses. Vous pouvez être instrumentalisé, mais dans le fond, ce qui est sûr, c'est que ça se fait de tous les côtés, en politique. Il ne faut pas indexer le parti au pouvoir
sans pouvoir indexer les politiques en général. Vous comprenez? Les politiques en général. Mais quand on va faire l'analyse après, on va se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas un problème ethnique, il y a un problème d'égoïsme. Hein? Les gens sont égoïstes, ils veulent garder tout pour eux, mais la politique est venue pour dire, vous pensez que le régime en place aujourd'hui, il n'y a pas toutes les tribus dedans? Ou ceux qui profitent, ceux qui sont du côté des gagnants de cette politique-là, il y a toutes les tribus dedans. Donc en réalité, le Cameroun a des gens qui gouvernent comme des colons, c'est-à-dire qui ont remplacé le colon blanc, et des gens qui sont les populations corvéables à merci, qu'on manipule à sa guise. Et ceux qui pensent qu'ils doivent gagner le pouvoir ont besoin d'une base. Aujourd'hui, on reproche à un leader politique d'avoir une base dans son village. Mais ce n'est pas normal. Vous comprenez? Parce que si tes frères et tes soeurs te reconnaissent comme un bon leader, pourquoi est-ce qu'ils doivent te tourner le dos? Tout simplement parce qu'on va dire que ton parti est tribal. Non, on commence quelque chose quelque part. Et c'est en fonction du travail que tu fais, des injustices que tu évites, que les autres te font confiance. Parce que dans tous les cas, comme a dit le maire tout à l'heure, dans notre camp natal, il y a plusieurs points. Et vous voyez que les gens vont se faire la guerre entre eux, alors qu'ils sont du même département. Bon, ça s'étend partout. On vous dit, à l'ouest du Cameroun, par exemple, quand il s'agit des départements, ils se font la guerre. Bon, il y a peut-être un esprit de solidarité à un moment, mais c'est un discours politique. On dit, ben non, vous ne pouvez pas se faire la guerre entre nous et puis aller aussi faire la guerre aux autres. Donc, moi je pense que pour terminer, il faut qu'on reconnaisse que les inégalités sont les causes essentielles. C'est le manque de partage, c'est le manque de justice, c'est tout ce qui fonde la République qui est absente et qui amène donc les gens soit à conserver le pouvoir par des manipulations, soit à conquérir le pouvoir par des manipulations. Soyons plus vrais, sachons que nos diversités sont des trésors. Parce que quand on va aller profondément avec les anthropologues et tout cela, on va se rendre compte que nous sommes en train de gaspiller notre énergie. Nous sommes en train de foutre en l'air tout ce qui devrait nous booster et nous permettre d'être en Afrique des gens qui donnent l'exemple. Nous prenons le côté négatif de la chose et je pense que c'est un dimanche ici que je vous ai dit, les Camerounais aujourd'hui, pour les schématiser, ils sont arrivés en 90 à un carrefour et ils ont pris le tournant gauche et ils sont en train de se bagarrer pour arriver le premier. Mais arriver où ils ne se sont pas posé la question, en enfer. Par contre, le paradis, c'était le tournant droit. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Revenons en arrière et puis essayons de parler parce que ensemble, nous sommes plus forts. Essayons de pardonner ceux qui nous gouvernent, n'est-ce pas? Pour que quelque chose puisse renaître de nouveau, parce que c'est le Cameroun qu'on doit bâtir. Et les Camerounais en ont les moyens, les capacités, les hommes, les ressources qu'il faut pour arriver à cela. Merci, Président Cyril Sambaka. Je vais rappeler que le 671 10 10 27 est le code d'accès pour vos contributions. Nous les recevons déjà. On aura peut-être le temps de rendre quelques-uns juste ici à la fin de l'émission. Maître Georges Tegen, votre mot de fin pour être complet sur le sujet. Est-ce que c'est pas l'ensauvagement de l'espace public ou politique qui est la cause profonde aujourd'hui, depuis 2018, de l'espace public qui crée tout ce qu'on observe aujourd'hui avec ce qu'on a appelé le tribalisme de l'État, avec ce qu'ils évoquent là, le même Aboula, y compris le président Sambaka, la non-redistribution des fruits de la croissance. Une république confisquée par un groupe de personnes, ça donne des frustrations quand même. Excusez-moi, monsieur Tchokoga. J'ai déjà dit, vous posez le problème où il ne se trouve pas. Le problème, c'est pas... Jean Maboula dit que votre premier développement démontre que le RDPC ne comprend rien dans la gestion de ce pays. Nous ne comprenons rien, mais il était maire là-bas et on connaît le résultat des dernières élections. S'il lui comprenait bien, je pense que ses électeurs, il faut respecter le choix de ses électeurs. Ce que je voulais faire observer, je les ai écoutés les deux, je me suis dit, nous sommes encore au pouvoir pour un moment.
Ils n'ont proposé aucune. L'opposition n'a pas de solution au problème camerounais. Vous les avez écoutés là? M. Sambaka a convoqué le Sofcos et le Colcos. Il a convoqué un truc qui est dépassé. Il dit que dans le CAM, on avait fait, ça devait faire venir tous les ennemis, c'est-à-dire le collectivisme. Le monde a évolué depuis 1985 avec la perestroïka. Aujourd'hui, c'est l'initiative privée. Monsieur Baboula dit, Monsieur Sambaka, il a même dit des choses que j'ai trouvées, en le respectant, bien très graves. Mais bon, il a le droit de s'exprimer, on est en démocratie. Vous ne pouvez pas dire qu'on nomme quelqu'un ici, il appelle ses frères du village. Ça veut dire quoi? Il appelle un Camerounais, il vient servir la République. C'est ce que je dis. Un citoyen camerounais de Douala est pareil qu'un citoyen camerounais de Ngouela, de Bapa, de Podoko, de Lara. C'est un Camerounais, quand on le fait venir, il vient servir son pays. C'est comme cela que l'on voit la République. Et j'ai dit que nous, à l'ADPC, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé les outils de formation des masses à travers la Commission nationale et nous avons mis en place des outils de répression pour éviter que les propos pareils contribuent à polluer l'espace public. Eux, ils vous disent que quelles sont les solutions et qu'on devait développer à l'échelle nationale, c'est une absence de répartition du gâteau. Mais c'est que les gens ne lisent pas tout ce que les pouvoirs publics font. Lisez sur les fonds de contrepartie, ce qui a été supprimé dans l'encadre. Il a appelé ça la philosophie ou les discours, le président Sambaka. Ce ne sont pas les discours, c'est que c'est du concret. Ce qui a été supprimé dans le CAM, ça a été substitué au Cameroun par des projets. Parce que l'initiative privée, c'est un problème de mondialisation des économies. Vous voudrez que désormais, les citoyens prennent des initiatives et que chaque citoyen soit un acteur de développement à travers la création de la richesse. Et l'État, à travers des fonds de contrepartie, accompagne subvention à l'investissement, subvention à la consommation, subvention à l'investissement au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau du ministère de la formation professionnelle. On a mis en place des outils pour rendre chaque Camerounais employable, rentable pour son pays. Et qu'est-ce que ça donne? Pour créer la richesse. C'est, excusez-moi, le gouvernement de la République, son devoir, c'est de mettre à la disposition des Camerounais les outils pour enrichir l'espace public, pour enrichir notre PIB. C'est ça le devoir du gouvernement de la République. Lorsque on met au ministère de l'Agriculture des projets, ça signifie qu'un citoyen qui veut investir dans l'agriculture vient, il se renseigne, on dit, avez-vous une terre? Il dit non, l'État lui donne une terre. Au Cameroun, là, Au Cameroun, renseignez-vous. Au Cameroun, Monsieur Tchokoga, On présente j'ai quoi? reçu, Les RDPC? Monsieur Tchokoga, je vous assure, et je le dis la main sur le cœur, j'ai des Camerounais qui veulent venir ici pour s'exprimer, parce qu'ils ont reçu. Normalement, certains ont reçu même du ministère de la Jeunesse, à travers le PAGEU. Ils ont créé des salons de coiffure, aujourd'hui ils sont prospères. Quand ils me suivent à la télévision, ils viennent me voir. Ils me disent, mais comment on peut faire pour dire à la télévision que c'est l'État qui nous a donné 400 000 aujourd'hui, j'ai mes 3 enfants. J'ai quelqu'un que j'ai reçu à mon bureau, moi, je ne dis pas de quelqu'un d'autre, moi, Tegen. Un matin, je le reçois. Il me dit que vraiment, il une personne, c'est combien? Je vous dis que les gens, et le président a pu pas faire un discours, il a dit, renseignez-vous, il y a des projets. Au ministère de l'élevage, je lui ai dit, va au ministère. J'ai fait une émission même dimanche matin, un journaliste, je lui ai dit, aujourd'hui, fais dans l'agriculture. Il m'a dit, je suis allé au ministère de l'élevage, je lui ai dit, fais dans la pêche comme ils te l'ont conseillé. Il a fait la pêche. Un matin, j'arrive à mon bureau, il dit, je suis venu te voir. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je voulais que tu vois mes poissons. Oh, avec beaucoup de distractions, il ne veut pas voir. Oh, il avait déjà un client qui venait acheter. C'est le ministère de l'élevage qui a subventionné, qui a payé. Quand vous allez dans ce ministère-là, allez à la délégation départementale, dites au Camerounais d'aller à la délégation départementale de l'agriculture. Si vous voulez l'espace cultivé, vous l'avez, l'État vous accompagne à travers un financement de ce que vous voulez produire. On vous met à disposition un ingénieur agronome qui vous accompagne. Vous comprenez un peu? Selon vous, il n'y a pas de problème de discours de haine au Cameroun. Excusez-moi, je dis encore une fois, ces discours sont regrettables. Le devoir de la Qu'est-ce qui explique cela? Vous, écoutez, parce que quand le déficit de formation, les gens ont démontré, je vous dis qu'il y a, cela existe. je pense qu'il y a plus un problème de formation des masses, d'éducation des masses, de formation à la citoyenneté. Et moi, je regrette que quelquefois, parfois on croit bien faire, mais je pense qu'on peut attisser en disant des propos qui sont d'une extrême gravité. Il y a au ministère de la formation professionnelle, renseignez-vous pourquoi Aïdjo avait mis en place la SAR, la section artisanale et rurale. C'était pour lutter contre les zones rurales. La section artisanale et rurale, ça a été créé dans les zones rurales pour donner aux Camerounais la possibilité d'exercer des petits métiers. Et c'est ça qu'on a transformé aujourd'hui à travers le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Mais Georges Tegen, est-ce que vous voulez aider les gouvernants qui nous suivent certainement là à prendre des décisions pour éviter ce que Jacques Maboula a évoqué ici? Excusez-moi. Cameroun Tribune le disait déjà dans sa parution de ce vendredi. La cote d'alerte a été atteinte au Cameroun.
parce que les citoyens sont... Mais vous semblez indiquer là que les Camerounais peuvent faire... Je réponds au problème qui a été posé par certains responsables des partis d'opposition sur ce plateau, qui veulent faire croire que c'est parce que la République n'a pas suffisamment participé à l'effort de construction du pays que les masses se spécialisent dans les problèmes de tribalisme. Ce n'est pas cela. Le tribalisme au Cameroun ne vient pas de ce que l'État ne met pas à disposition, non. C'est un déficit de formation. Comment vivre ensemble sans qu'il y ait une sorte de régénération? C'est ce qu'évoquent les deux autres ici, les responsables. Monsieur Tchokoga, ce que je disais tout à l'heure, en disant allez vous renseigner dans les ministères de l'agriculture et de l'élevage, c'est pour permettre à chacun d'être acteur de développement à son niveau. C'est comme ça qu'on doit les éduquer. Pour leur dire que, effectivement, renseignez-vous, vous pouvez vous enrichir dans votre pays. Malheureusement, il y a quelques personnes qui entretiennent ce discours, pas des propos qui sont, je le dis encore, regrettables. Nous devons former les citoyens en leur disant, vous appartenez à votre pays. Ce pays vous a vu naître. Vous êtes aujourd'hui là où vous êtes grâce à ce pays. C'est parce que le pays vous offre un minimum de confort que vous atteignez votre niveau. Et là où j'attends l'opposition, c'est d'accompagner le gouvernement dans cette logique. Mais l'opposition pose mal le problème. Et finalement, je pense que... Quand vous êtes... Quand je dis bien, certains partis d'opposition, parce qu'il ne faut pas qu'ils disent tous. Il y en a quand même qui ont compris que ce n'est pas comme ça qu'il faut régler le problème. Il faut plutôt former les masses. Et, M. Tchokoga, vous ne réussirez rien si vous ne commencez pas par l'éducation et la formation des masses. C'est par là que les problèmes commencent et c'est par là que les problèmes se règlent. Et je pense que la Commission nationale a été mise en place pour cela. Il y a également une commission des droits de l'homme. Il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place par le gouvernement pour régler ces problèmes. Une commission pour sa mise en place qui a coûté 2 milliards. Mais 800 millions pour l'achat du matériel roulant. Quel est l'impact réel d'une commission qui vise à faire vivre les Camerounais ensemble? Avec autant de moyens déployés pour cela. Voilà comment vous reposez encore mal le problème. Dès qu'il y a quelque chose, vous allez toujours regarder l'aspect financier. C'est un grand problème. Monsieur Tchokoga, même vous. Le Cameroun a des problèmes pour mauvaise gestion. Il faut toujours regarder dans les problèmes financiers. Si on vous donne cette chaîne de télé ou cette chaîne de radio, de la gérer, on ne vous donne pas les moyens, vous ne faites rien du tout. Il vous faut au moins avoir un cadre comme celui-ci pour nous accueillir. Ça demande des moyens. En toute chose, il y a un minimum de moyens qu'il faut mettre à la disposition du public. Ou alors de celui qui doit gérer. Moi, je pense qu'il y a une série de faux problèmes qui sont posés au Cameroun, alors que les vrais problèmes existent. Il faut dire à chaque citoyen, moi je reçois beaucoup de gens, quand il me dit, j'ai dit, monsieur, sois un acteur de développement. Qu'est-ce que tu veux faire pour que ton pays avance? Le pays t'a offert l'école. Le pays t'a offert la sécurité. Le pays t'a tout donné. Qu'est-ce que toi tu peux donner à ton pays pour... Il faut poser cette question aux gens qui nous dirigent. Ce n'est pas aux populations que vous devez poser cette question. Parce que si on a donné, si le pays a tout donné aux gens, c'est aux gens qui nous dirigent, en commençant par le président de la République. Mais le pays leur a tout donné. Et qu'est-ce qu'eux ils font pour les populations? C'est ça la question. Il a travaillé, il a trouvé un pays sans canne. Il en a 5. Il a trouvé un pays sans avoir gagné les Jeux de Sydney. Il en a gagné. C'est un monsieur qui a un bilan éloquent. Et je pense qu'on travaillera encore longtemps dans ce pays pour trouver un monsieur la trame de celui-là. On va revenir de juger à travers leur façon de vivre. La preuve, il le vote. S'il a bien travaillé. Il le juge chaque année, chaque 5 ans. Chaque 7 ans. En matière de vote, vraiment, je préfère qu'on s'abstienne d'en parler parce que ça fait honte à notre pays. On n'a pas encore commencé à voter au Cameroun réellement. Pour gagner des élections au Cameroun, n'est-ce pas, il faut sortir de bonne heure, n'est-ce pas, parce que les jeux ne sont pas transparents. Il faut aller au-delà. Il faut avoir gagné 100% pour avoir 50%. Alors que M. Maboula a gagné les élections. Moi, vraiment, ce discours-là, je dis, c'est un discours théorique. Maître, vous êtes tous les jours dans les plaidoyers, vous vous en sortez très bien. Mais là, nous sommes dans le domaine politique qui touche les populations directement. C'est ce que je dis. Comme ça touche les populations directement, vous ne pouvez rien démontrer ici si les populations ne le ressentent pas. Et les populations ressentent qu'ils sont dans la misère, qui ressentent que les biens ne sont pas partagés. Tiens, à titre d'exemple, nous étions au grand dialogue. On a dit 15% pour les collectivités décentralisées. Au jour d'aujourd'hui, c'est 3%. Alors, c'est pas normal. Non, excusez-moi. C'est pas normal, pourquoi? Parce que quelque chose qu'on a décidé, la loi a été votée. Et qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai dit? J'ai dit, ok, les conseils régionaux ne sont pas encore mis en place. Il y a 15% du budget. On les affecte donc aux 360 communes.
pour que leur plan de développement, qui existe mais sans argent, puisse être implémenté. Ça permettra aux régions de trouver des communes qui sont assez autosuffisantes, qui peuvent développer un certain nombre de choses. Non, on a bloqué l'argent au niveau du pouvoir central. Ça ne bouge pas. On a donné un peu d'argent aux conseils régionaux pour acheter encore les véhicules. Article 2. Je ne sais même pas comment on va faire pour que l'Assemblée change cette affaire. Article 2, ils ont droit au... Donc on a pris cet argent, on leur a donné. Les conseillers municipaux ne ressentent rien, ils ne savent même pas ce qui se passe, ils ne savent même pas ce qu'ils ont à faire. Les populations ne ressentent rien. Pourtant, on a fait énormément de bruit pour dire qu'on est arrivé au parachèvement de la décentralisation. Vous voyez ce que ça pose, maître. Maître, ce que ça pose, c'est que ceux qui sont de l'autre côté, en pleine guerre, qu'on appelle les anglophones, sont en train de nous observer et voir comment on manipule notre décentralisation. Ce n'est pas de la décentralisation. Et vous voulez la paix dans le pays. C'est pas comme ça, mettons-nous autour d'une table. Voyons d'où nous venons. Regardons, évaluons, je dis évaluons 3e fois, ce que c'est que le Cameroun aujourd'hui pour projeter le Cameroun de demain. Vous ne pouvez pas, l'échec est là. Vous comprenez? On ne peut pas vous ajouter des années, ça ne va rien changer. Parce que vous êtes dans une mentalité qui n'est pas la mentalité d'un Camerounais authentique qui a plus de 300 ethnies et qui doit pouvoir développer des particularités qui vont faire le bonheur du Cameroun. Vous êtes sur notre chemin, celui de l'enfer. Revenons, n'est-ce pas, sur nos pas, essayons de travailler ensemble, essayons de nous pardonner pour que nous puissions regarder cela dépend de notre pays, cela dépend aussi de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. On ne peut pas continuer à disserter. Président Sili, calmez-vous. Maître Tegem va chuter, le président. Permettez qu'il chute. J'avais la parole, il m'a interrompu. Et il m'a interrompu pour dire des choses. Parce qu'il dit... vous allez encore me juger. C'est ça qui fait problème. Je ne le juge pas. C'est ça qui fait problème aujourd'hui dans l'espace public. Excusez-moi. Laissez les téléspectateurs me juger. Excusez-moi. Vraiment, sortez vos armes. Allez-y. Il a peut-être raison de dire qu'il a des choses à dire. On est en démocratie, j'ai bien dit qu'il a le droit de s'exprimer. Voilà. Mais nous sommes en situation de responsabilité. Notre devoir, c'est de conduire le destin du pays. Lorsque nous décidons qu'il y a 15% du budget, et à ce que vous avez une crise, la Covid-19, vous faites quoi? Vous êtes obligé de prendre des décisions pour rectifier le budget. C'est obligatoire. En enlevant aux populations, ou bien vous pouvez rectifier le budget par rapport à l'ensemble du budget. Il m'a interrompu, je l'ai laissé. C'est moi qui avais la parole. Allez-y. Donc, premier problème qu'il pose, il pose un problème. Deuxième problème, il dit que nous ne tenons pas compte des particularités. Je vais lui dire qu'on a fait un statut spécial de la région nord-est et sud-ouest. Parce que justement, nous tenions compte des particularités. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Vous n'étiez pas à la réunion tripartite. C'est pas ce qui avait été décidé. Vous êtes du pipeau. La preuve, qu'est-ce que ça donne? La preuve, c'est ça. Il faut pas attendre qu'on soit à la situation critique. Maître. Il faut pas attendre qu'on soit à la situation critique. Notre pays demande une intervention de tous les Camerounais, n'est-ce pas, pour qu'on se réconcilie. C'est de ça qu'il s'agit. Président Sili Sambaka, on se calme. Non, mais la démocratie est menacée. La démocratie est menacée. Non, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Il vous interpelle en tant qu'acteur politique d'être beaucoup plus responsable parce que le Cameroun nous regarde. Oui, mais la responsabilité, c'est pas de convoquer un dialogue à tous les coups. Tous les jours, M. Sambaka, il écoute sur tous les plateaux, c'est toujours, il faut revenir sur une table. On était sur une table il y a 2 ans. Pour faire quoi? Le grand dialogue, c'était il y a 2 ans. J'étais dans les Chaque jour, il était à la tripartite. Ça fait 30 ans. C'était un vrai dialogue. Ça fait 30 ans. Lui, il demande toujours, alors que nous travaillons sur du concret. Notre devoir, c'est de conduire le destin de ce pays. En tenant compte des informations que nous avons, et par les sociologues, et par les anthropologues, et par les ethnologues, qui sont des experts du gouvernement qui accompagnent la République tous les jours à travers la bureaucratie qui existe dans les ministères. Nous disons, nous allons régler les problèmes des Cameroun. Nous participons tous les jours à régler les problèmes des Cameroun, en tenant compte des réalités qui caractérisent une économie mondialisée comme la nôtre. Nous ne pouvons plus aujourd'hui dire aux citoyens que nous allons créer des outils qui permettront aux citoyens de s'en sortir. Non. Nous disons, vous devez prendre des initiatives. C'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Si on ne prend pas de GAFA, c'est qui? C'est des hommes qui ont pris des initiatives. Au Cameroun, il y a les start-up. C'est le ministère. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? C'est que vous avez bloqué Internet. Vous dites qu'il y a les start-up. Vous vous rappelez que vous avez bloqué Internet dans ce pays?
Et vous dites qu'on est une économie mondialisée, les Internet. Quoi, démocratie menacée? Non. Si vous avez des arguments, allons argument contre argument. Oui. Parce que moi, ce discours-là, j'estime qu'il est éculé. Si vous avez m'interrompre, monsieur Sam, si vous êtes moi je suis du concret. Je ne bavarde pas. Le concret, c'est qu'on sort de cette situation comment, Maître Georges Tegem? Je vous ai dit. Avec un Cameroun qui semble étouffé. La formation. Qui semble être. Donc on évoque l'agonie dans la cité de Pogo. Pas la formation. Vous, journalistes, les politiques sur ce plateau, dire aux citoyens, il y a des outils. Aujourd'hui, c'est l'initiative privée qui permet à un pays de se développer. Le gouvernement de la République met à votre disposition des outils. Le gouvernement crée les conditions de l'employabilité en donnant à chaque Camerounais, en outillant chaque Camerounais par la formation à pouvoir, s'il souhaite investir dans un domaine qui est le sien, de s'y mettre à fond la caisse, travailler pour être un acteur de développement de son pays. C'est l'opposition qui doit accompagner. Le gouvernement a mis en place les barrières de la formation à travers la Commission nationale et a mis en place une barrière juridique à travers la loi sur les propos haineux. Moi, je pense que si chaque Camerounais savait où aller prendre l'information, parce que il y a au Cameroun, est-ce que vous savez que le Fonds national de l'emploi donne des fonds aux gens qui souhaitent investir? Le Fonds national de l'emploi donne... formation, emploi, vous mettez ça où? Quel est ce pays qui n'oriente pas les gens? Nous avons du potentiel, orienter des gens pour faire des études. Monsieur Sambaka, nous ne sommes pas en dictature. Vous faites quoi avec ça? Nous ne sommes pas en dictature, nous le sommes à chaque Camerounais. Trouver des emplois. Il faut créer des emplois. Non, vous dites que les gens doivent créer les emplois parce que vous avez des acteurs de développement. C'est de l'impôt, c'est l'impôt que vous recherchez. Ce n'est pas encore une fois, nous sommes dans une économie. Encore une fois, nous sommes dans une économie mondialisée. Où l'initiative privée a pris le dessus. Je parle encore GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. C'est des hommes qui ont pris des initiatives. Nous souhaitons qu'au Cameroun également, que les citoyens camerounais prennent des initiatives. Et je voudrais ici saluer ceux qui sont venus me voir pour me dire qu'ils ont pris des initiatives. Je voudrais ici saluer ce monsieur qui est passé à mon bureau. Je lui ai dit, va au ministère de l'Élevage. Il m'a rappelé pour me dire, voilà mes poissons. Et il avait déjà un acheteur. Dites-moi les initiatives que certains Camerounais prennent pour aller dans la rue et dire qu'ils ne sont pas d'accord. Qu'est-ce que vous faites d'eux? Écoutez-moi. Mais les Camerounais doivent prendre des initiatives, mais qu'on prenne des initiatives. Mais qu'on prenne les agir dans tous les sens. On ne construit aucun pays dans la rue. Prendre des initiatives pour quelques personnes qui ont profité d'un programme. GAFA, ce n'est pas la rue. GAFA, ce n'est pas la rue. Ils ont pu avoir même cet argent dont GAFA, ce n'est pas la rue. Non, je vous dis encore une fois. Chuté par là. Je dis encore une fois. Au ministère de l'Élevage, il y a le programme national de développement participatif. Il y a le projet filets sociaux. Il y a l'agence de promotion des investissements. Il y a l'agence de création, de promotion des petites et moyennes entreprises. Il y a un ensemble d'initiatives. Il y a cela. On est corrompu au Cameroun. On a été Monsieur Sambaka, nous ne pouvons pas de parler. Monsieur Sambaka, merci. Merci. Il y a le même abord. Excuse-moi une seconde pour dire que, n'est-ce pas, ceux qui me connaissent, je n'ai pas l'habitude de réagir. Exactement. Je n'ai pas l'habitude de réagir comme ça, mais à un certain moment, on arrive à ne plus supporter. Je ne plus supporter ce qui est évident. Ce qui est évident, on veut expliquer l'inexplicable. À ce moment-là, petit à petit, nous devenons nerveux. Et je comprends pourquoi des gens vont dans la rue. Merci. Je mets Jacques Maboula. Vous avez suivi Maître Georges Tegem. On sort de cette situation comment? Écoutez, en 2013, quand je suis devenu maire, j'ai fait un constat criard sur le dysfonctionnement entre le pouvoir central et les collectivités territoriales décentralisées. Et si vous vous souvenez, j'avais dit au fonctionnement actuel de nos institutions et entre nos institutions et les collectivités, nous courons vers l'implosion. Il était urgent de rétablir une osmose entre le gouvernement central et les collectivités parce que les mairies n'avaient pas un pouvoir d'impacter localement et que je n'étais pas devenu maire pour avoir un salaire et j'avais refusé de marcher pour le salaire des maires. Mais je serais le premier marcheur si on faisait une décentralisation effective parce que j'aurais le pouvoir d'impacter significativement la vie au quotidien des citoyens. Qui deviennent des partenaires. Et ceci n'avait pas été entendu en 2013. Et plus tard, en 2016, il y avait les revendications dans la partie du Nord anglophone. Et ça a donné ce que nous connaissons aujourd'hui.
Ce que je veux dire, et c'est ce que je dis souvent, je suis là pour prévenir. Nous sommes dans une situation nationale où les observateurs cliniques de la société vous disent, si vous continuez de boire de l'alcool et de fumer, la gangrène que vous avez au pied va devenir un cancer et on va vous amputer la jambe. Et vous continuez de boire et de fumer. Et vous ne serez pas surpris demain, quand la gangrène va se transformer et on va vous amputer la jambe. C'est ce que je dis encore au gouvernement actuel. Les Camerounais n'ont pas besoin de parfums et d'encens sur les plateaux de télévision. Parce que quand on parle du malaise social qui crée les répits identitaires, au point où toutes les communautés nationales viennent vivre à Douala, au détriment même de la qualité de vie des résidents de la ville de Douala, il y a problème. Il y a problème. Et quand je dis qu'il y a problème, il y a urgence de l'action. Parce que les conflits vont commencer à naître entre communautés sur ce territoire, qui s'appelle Douala, qui s'appelle Yaoundé, qui s'appelle Bafoussam. Et ça va créer une fois de plus l'implosion sociale. C'est pour cela que je disais tout à l'heure à maître Georges Teghem, qui est un brillant avocat, que sur les sujets aussi sensibles que l'anticipation sur les crises à venir de notre pays, il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas s'amuser parce que on sait quand ça commence une crise. On ne sait jamais quand elle s'arrête. Et le Cameroun est sur le chemin de l'implosion sociale. Je ne vous donne pas le chiffre des jeunes qui marchent aujourd'hui dans la rue dans l'espoir d'attraper quelqu'un à partir de 19h et lui faire sa fête. On a connu le phénomène des microbes. C'est bien de venir dire qu'un jeune a eu 400 000 pour ouvrir un salon de coiffure. C'est bien, c'est un cadeau du ciel. Avec des taxes à Mais 950 000. ce qu'on a besoin dans ce pays, dans ce pays, ce qu'on a besoin, c'est des locomotives de l'économie. Ces locomotives, ça tient compte de la réalité au quotidien. Il y a quelque temps, j'avais parlé de la Société agro-industrielle de développement économique et rural, qui serait une plateforme pour porter des jeunes vers l'agriculture de nouvelle génération, vers la productivité réelle. Parce qu'un homme isolé dans sa ferme, il pleure, il meurt même parfois au nom de cette ferme, mais il ne sait pas cueillir, parce qu'il est seul, qui ne s'en sort pas. Quels sont les symboles de votre succès depuis que vous êtes aux affaires, en termes de valorisation de vos terroirs? Ça n'existe pas. La plupart des grands agriculteurs de ce pays ou de grands entrepreneurs qu'on a vus, ce sont des gens qui viennent recycler de l'argent pris quelque part. Je ne serai pas l'avocat d'une telle approche de développement économique. Je suis pour que la jeunesse soit passionnée du retour vers les terroirs. Et pour que cette jeunesse soit passionnée, il faut lui présenter des modèles de réussite, des schémas de réussite et d'accompagnement. Et la SAIDER participait de cela. J'ai dit on pouvait même donner par localité des objectifs de production. 1 milliard par localité municipale pour créer une approche dynamique de territoire à partir d'un système de production que nous avons défini. Je vous ai dit, la réforme agraire, vue de l'Alliance républicaine, coûtera sur 10 ans 348 milliards pour toute la nation. Et c'est là le schéma vers l'émergence. On vous donne des schémas, vous refusez de comprendre. Ce que je dis en dernier ressort, c'est que on ne peut pas éternellement jouer à la politique de l'autruche, refuser de voir la vérité en face. Je souhaite que leur schéma perdure. Mais ce que je l'ai dit, dans les forêts autour du Douala aujourd'hui, ce que la crise anglophone est en train de créer, c'est que dans ces champs-là, dans ces zones reculées, si je vous dis que vous ne pouvez pas marcher dans les forêts comme vous marchiez hier, parce qu'il y a des bases arrière, dont il suffit d'une étincelle pour que ça prenne feu à Douala, eh bien, le mal se déporte progressivement vers le littoral. Et il faut que vous le sachiez. Merci. Et ça ne pourra pas rester ainsi durablement. Toutes nos forêts là, de Yabassi, du Mungo, sont en train d'être infiltrées et pénétrées considérablement par ce que vous appelez la crise anglophone. Et bientôt ce sera la septicémie. Et je vous le dis encore, notez ce jour. Parce que vous ne voulez pas
comprendre qu'il faut ramener les gens vers leur territoire, produire, les installer là-bas et tout, eh bien, continuez de distribuer 400 000. On verra. Merci. Président Cyril Sambaka, votre mot de fin? Oui, je dois dire que dans mes investigations, je dois saluer la région de l'Ouest. Parce que du peu que j'ai vu, les villages sont en train de devenir des villes. Hein. C'est-à-dire que les terroirs, la notion de terroir est une notion qui est fondamentalement bonne. Et vous allez vous rendre compte que à l'Ouest, par exemple, on n'a pas attendu l'État parce que le peuple de l'Ouest sont essentiellement dynamiques et ils ont les moyens. Donc, les villages ont commencé à se développer sérieusement là-bas et il y a de fortes chances que si les Camerounais veulent se transférer ailleurs, qu'ils choisissent l'Ouest. Parce que les choses sont en train de se fixer là-dedans. Et ça, il faut saluer cela. Mais le devoir régalien de l'État, c'est la solidarité nationale. Il faut que ce qui est bon à gauche puisse être implémenté à droite afin que tout soit bon. Merci. Votre mot de fin, M. Georges Teghem. Écoutez, le Cameroun nous appartient tous. Chacun d'entre nous a gagné de ce pays. Chacun d'entre nous doit apporter sa part pour que le pays avance. Participer au développement de son pays, c'est restituer à la République ce que chacun d'entre nous a reçu de la République. Lorsqu'on est né au Cameroun, on a bénéficié de la coucheuse de la République, du berceau de la République, de l'école de la République, de la sécurité de la République, de la santé de la République. Et il est question pour chacun de rendre à la République ce qu'il a reçu de la République. Votre mot de fin, même Aboula. Écoutez, malgré les différents éléments que nous observons, malgré l'entêtement de certains politiques également, je veux dire aux Camerounais qu'il n'est pas temps de céder à la tentation de l'instinct de survie tribale. Un autre Cameroun reste possible. Un autre Cameroun, nous pouvons le bâtir ensemble. Nous avons la mission et la responsabilité de préserver ce que nos pères fondateurs nous ont laissé, le Cameroun uni et indivisible. Et cela passe par la construction de la République de la conscience. Nous avons ce pouvoir et dans notre programme de société, nous avons donné le schéma vers cette République de conscience à partir des sociétés agro-industrielles de développement économique et rural. Merci bien, chers téléspectateurs. Un ou deux messages, on sort de l'émission. Bonjour, très bon plateau, merci. Je salue la présence remarquable du président Sambaka. La question tribale s'impose de plus en plus dans l'espace politique à travers des discours et des discussions. Nous sommes au regret de constater le délitement de l'espace politique qui se transverse dans l'espace public de notre société. Il faudrait bien à un moment qu'on organise une conférence nationale pour débattre de toutes les questions qui touchent à la société camerounaise. Nous avons l'impression que tout le monde se plaint du tribalisme, mais personne n'est responsable et la pratique se fait à ciel ouvert. Il va falloir repenser le Cameroun. C'est un téléspectateur, très bonne thématique, Sylvain Tchokoga. Merci. Trop d'embrouilles dans ce gouvernement. Le Parlement doit trancher cette affaire. Eux qui assurent le contrôle d'action gouvernementale. Très belle analyse, même Aboula. Merci. Notre pour sortir très rapidement. On rappelle effectivement ceux qui nous suivent là, que nous sommes sur MyMedia Prime Télévision. Bonjour le plateau, très belle émission. En ce qui concerne le sujet sur le tribalisme, ce n'est pas en 2019 que cela a commencé dans notre pays. Vous vous souvenez ce qui s'était passé lors de l'installation de feu Monseigneur Wunki, c'est là où tout avait peut-être commencé. Merci. Sur ce, on va infiniment dire merci à l'ensemble des téléspectateurs qui nous font confiance de toutes les façons lorsqu'il est 10h sur les antennes de MyMedia Prime tous les dimanches dans le cadre de votre émission dominicale Vitrine 237. Restez sur la suite des programmes de la télévision du futur MyMedia Prime. Ce soir, lorsqu'il sera 16h passé de 30 minutes, suivez cette autre production en mode de rediffusion, y compris mercredi, lorsqu'il sera 21h passé de 30 minutes. À dimanche, 10h avec un autre panel.